Bonsoir. Le Cameroun table sur un budget 2018 de 4 513 milliards de francs CFA, 140 milliards de plus que celui de l'année dernière. Le projet de loi relatif est en ce moment sur la table des députés. Ce budget sera particulièrement influencé entre autres par la lutte contre Boko Haram, la préparation de la CAN 2019 et l'organisation d'au moins 3 élections prévues en 2018. Dans un contexte où le prix du pétrole continue sa tendance baissière, où le déficit se creuse alors que la dette publique s'envole, certains analystes pensent que l'économie camerounaise sera à la peine. Un avis que ne semble pas partager le président Paul Biya, qui a une fois de plus mis en avant la résilience, la diversité de l'économie camerounaise dans sa circulaire fixant les orientations générales de la politique budgétaire de l'année 2018. Quelle conjoncture économique pour le Cameroun en 2018? Nous poserons la question à notre invité. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Dieudonné Somba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Avant pause de vous retrouver tout à l'heure, le temps de faire connaissance, mesdames, messieurs, avec notre invité Dieudonné Somba. Etche Homo, voici l'homme. C'est avec les images de Samuel Loé. Le quartier lui-même est connu généralement sous le nom de Kansonolo Yomaban, mais son nom réel c'est Nomnam. C'est Nomnam, c'est le nom que les autochtones ont donné à ce village, à ce quartier. Oui, c'est pas facile, vous avez dû vous en rendre compte. D'abord, pour partir de la ville jusqu'au quartier, lui-même quartier Nomnam, on a une route qui est de temps en temps recouverte d'un petit bitume, lequel disparaît après 2 ou 3 ans, et puis ça donne des trous et c'est très difficile. À côté, à l'intérieur des quartiers, les voies d'accès ne sont faites qu'avec les mains. Et lorsqu'on sait très bien que même la construction des maisons est anarchique, vous comprenez très bien quel désordre ça donne. On manque terriblement non seulement de routes, mais de tout l'équipement social. Bien, bienvenue chez moi. Ici, c'est ma concession. Aussi bien à droite, où j'ai fait quelques petits appartements, qu'à gauche, où il y a vers le haut des appartements, et ici, la maison familiale. Je suis Dieudonné Somba, je suis né à Kouanaben en 1959, ça fait déjà un peu vieux, donc j'ai pratiquement 60 ans, quelques années, 2 ou 3 ans, 1 ou 2 ans près. J'ai fait mon école primaire à Va, mon collège à Jean 23. Je suis arrivé ici à Mongo Petit Collège, Mongo Petit, j'ai eu le bac. Je l'ai rencontré en 1980, quand j'avais 16 ans. Et lui aussi, il avait 19 ans. Après, il m'avait pris, étant petit comme ça, il m'avait pris. Donc jusqu'à maintenant, nous sommes toujours là, ensemble. C'est un homme, il est très humble. Très humble. Donc c'est la qualité qui domine toutes ces qualités. Très humble. J'avais été d'abord à Polytech.
Pour certaines raisons, je n'ai pas pu continuer aussi. Je ne peux pas toujours dire ça ici. Mais de toute manière, j'ai donc présenté le concours de lycéen et je suis entré. Donc j'ai fait une scolarité et puis je suis ensuite sorti. Alors, j'avais un diplôme d'ingénieur d'application. Après, j'ai présenté, en fait, en réalité, c'était 2 concours, l'IFORT et l'école de Paris. Bon, j'ai eu les 2 concours. À l'IFORT, on voulait 2 places. Et à l'école de Paris, on voulait 1 place. Nous étions 875 candidats. Donc, je reste en France pendant 2 ans et je rentre. D'abord, moi, j'ai toujours été parti, je suis toujours parti en Europe avec des propositions alléchantes. C'est une vie qui ne m'a jamais plu. Absolument pas. C'est-à-dire que, bon, l'Europe, pour moi, c'est des opportunités, mais ce n'est pas un cadre de vie. Je ne sais pas comment un homme, un Africain, qui a vraiment vécu la vie en Afrique, peut être intéressé par l'Europe. Je ne vois pas très bien ce qui peut vraiment attirer un Africain authentique, en dehors de la richesse, parce que c'est très riche. J'ai fait une carrière de chargé d'études assistant, puis chargé d'études. Donc, ma carrière a été essentiellement une carrière d'analyse. Analyse suivie des recommandations. Lorsqu'on a l'économie du Cameroun, c'est l'économie du Cameroun. Moi, je vous connais, vous êtes Tagne. Mais lorsque je suis sombre, on a les Amadou et tout. Voilà les noms qu'on connaît. Mais lorsque on veut parler de l'économie du Cameroun en nous citant les Balassa, les 15 et autres, ces noms-là viennent faire quoi au Cameroun? On a besoin, n'est-ce pas, des mesures opérationnelles qui s'appliquent au Cameroun réel. Et non pas des coups de pouti-pouti, des boîtes d'ergowork, des concepts qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec ni la réalité camerounaise, encore moins les besoins du Cameroun. J'ai un seul maître. C'est maître Chunjang Poumi. Je n'ai pas d'autre maître. Oui. Parce que c'est le seul économiste majeur qui a écrit pour nos pays, en tenant compte de ce que sont nos pays. Dieudonné Essomba me semble être un personnage entier, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui n'a pas de faux fuyants, qui s'exprime en toute liberté, en toute indépendance. Et ça, moi, j'aime ce côté du personnage. Je l'aime vraiment parce que cela manque à notre pays, des gens qui disent ce qu'ils pensent sincèrement sans être influencés par ce que les gens vont penser. Aujourd'hui, le Cameroun est en crise. Dans tous les pays du monde, tous les grands économistes nationaux se seraient levés en disant voici ce qu'il faut faire. Moi, je me suis levé en tant qu'économiste. Parce que je suis un économiste. Je ne suis pas un économiste, je suis un économiste. Et j'ai dit depuis 2007 ce qu'il fallait faire pour éviter la crise. Dieudonné Essomba a vu quelque chose que nous tardions à voir. Il a compris bien avant tout le monde que la question des réserves de change était essentielle, était primordiale, et que nous allions droit dans le mur, au Cameroun et dans toute l'Afrique centrale. Il l'a dit bien longtemps sans que personne ne fasse attention. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que c'est devenu comme une obsession à la fin. C'est-à-dire tout pour lui tourne autour de vous vendez du cacao et puis vous dépensez tout cet argent pour importer des téléphones portables. Quand il a sa chose dans son corps, même s'il y a 1000 personnes qui sont parties d'un seul côté, et lui il reste seul dans son côté, il va dire toujours ce qu'il pense. Donc il va soutenir sa place. Sans méconnaître la grande valeur, la grande capacité de l'économie occidentale,
j'estime qu'en ce qui me concerne, parce que je suis communiste camerounais, ils ne me sont pas très utiles. Ils sont très utiles parce qu'ils ont fait des théories qui s'ajustent très bien à leur pays, mais on voit très bien qu'aucune de ces théories ne s'applique chez nous. Et la preuve est que nous sommes tous pauvres. C'est-à-dire, dès lors qu'on franchit la ligne du Sahara, on va en Afrique noire, tous ces pays, même si tous ne sont pas tout à fait logés à la même enseigne, mais c'est comme dans une léproserie. Dans une léproserie, certains ont perdu 2 doigts, d'autres 4, d'autres 8, d'autres tout ça. Mais tous sont lépreux. Donc tous les pays d'Afrique noire sont lépreux. Et ils sont lépreux pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une médication adaptée. Je suis retraité depuis 2014. Et depuis cette date, j'ai beaucoup d'occupations. Non, tu vas manger quand? Agrio, Asutibuka Canal 2. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité Dieudonné Essomba, qui est ingénieur, statisticien, économiste. Cette fois, on aborde un sujet que vous maîtrisez, votre dada. Alors, le projet de loi de finances de la République du Cameroun est en ce moment en examen à l'Assemblée nationale. L'enveloppe est estimée à 4513 milliards de francs CFA contre 4373 milliards l'année dernière, soit une augmentation de 140 milliards de francs CFA. Alors, qu'est-ce que cela signifie quand le budget augmente? Ça veut dire que le pays se porte bien? Comment on peut interpréter ça? Non, pas nécessairement. Disons que nous avons, du point de vue des prélèvements sur le PIB, un petit budget. Oui. C'est un budget qui tourne entre 20 et 25%. Donc normalement, c'est un budget qui ne devrait pas donner lieu à beaucoup de commentaires. Mais il vous souvient que depuis 2010, et cela est allé en s'aggravant, notre budget est l'objet d'un certain nombre de dysfonctionnements, comme celui de la sous-consommation des crédits, oui, que le chef de l'État avait dénoncé, mais le problème n'a jamais été réglé. On n'en parle plus, mais le problème n'a jamais été réglé. On peut évoquer les problèmes d'investissement mal réalisés, non réalisés et autres. Et donc, ces problèmes-là, qui, au-delà des faiblesses dans la gouvernance opérationnelle, dévoilent des blocages plus fondamentaux liés à l'architecture de notre système productif. Ces problèmes n'ont jamais été posés. Dans les années 2010, alors que je travaillais encore au ministère de l'économie, j'avais anticipé ça. Donc, je pense que le gouvernement a vraiment pris acte qu'il ne peut rien faire pour regresser, ne renormaliser le budget et la gestion des ressources publiques, tout simplement pour faire plus ou moins illusion. Oui. Parce que ce budget prolonge une vieille dynamique. C'est une dynamique qui ne marche pas. Oui. Alors, est-ce que c'est pour cela que vous dites souvent que le Cameroun a un budget fictif? Oui, c'est un budget au moins qui a une part de fictif d'au moins 30%. Quand vous voyez chaque année les lois des règlements qui disent toujours que le budget a été réalisé à 100%, ou 99, quelque chose pour cent. Déjà même, ils ne comprennent même pas que ce genre de statistiques dévoile la manipulation. Mais cette année, on parle d'un déficit d'environ 53 milliards. Oui, 53 milliards sur 4300 milliards. Oui, 4373. Ça représente combien? Oui. C'est ça le problème de fond. Hein? C'est-à-dire que c'est moins de 1%, c'est autour de 1%. Mais comment vous pouvez avoir de tels... Même les États-Unis, qui ont tous les éléments de prévision, même la France, même la Grande-Bretagne, même le Japon n'ont pas une telle précision.
C'est-à-dire, vous réalisez votre budget exactement. Les aléas qui arrivent, les mesures qui sont prises, qui auraient dû se traduire sur le budget et donner des écarts de 5, 10, voire 20%, vous ne les connaissez pas. Tout le temps, votre budget est réalisé à 98,5%, 101, mais quelle est cette extraordinaire capacité d'anticipation? Et encore que le chef de l'État n'est pas content par le déficit actuel, il voudrait que ce déficit soit réduit à moins de 3% si on s'en tient à la circulaire qu'il a signée le 20 juin 2017 portant orientation du budget. Oui, mais le chef de l'État, vous savez, lui signe. Mais ce n'est pas très sûr que, en tant que c'est lui, c'est pas un économiste. Oui. Donc on lui explique. Et il fait confiance. Mais est-ce qu'on lui explique correctement? Est-ce qu'on lui dit la vérité? Lorsque l'Assemblée parle, l'Assemblée vote la loi de règlement. Dit que bon, c'est le budget tout réalisé. Parce que, et vous allez remarquer, on ne s'écarte jamais de 2%. Ce qui est totalement artificiel. Parce qu'il n'existe aucun pays qui a une telle précision. D'ailleurs, le FMI s'en est moqué. Quand on lui a présenté mais non, les Camerounais n'ont pas compris que le FMI se moquait d'eux. Quand le FMI s'est exclamé de cette extraordinaire prévision. Non, je crois qu'on doit quand même aller au-delà de ces aspects formels. Alors, comme toujours, le budget de l'État s'appuie en bonne partie, à plus de 50% sur les recettes de la Direction générale des impôts, un peu plus de la moitié du budget de l'État. Comment on peut comprendre cela? Est-ce que cela peut traduire, je pose la question, un manque d'originalité dans l'économie camerounaise pour trouver d'autres sources pour le financement du budget qui ne soit pas fiscal? Non, disons que normalement, c'est la fiscalité qui nourrit parce que l'État est sensible par produire. Donc l'État vit des prélèvements sur les autres acteurs, sur les opérateurs. Mais au Cameroun, on a évidemment la fiscalité port, c'est-à-dire la douane. On a la fiscalité locale, nationale. Donc les deux représentent grosso modo les plus importantes ressources. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut améliorer les ressources ailleurs? Évidemment. Mais ça, c'est les dividendes. Si l'État, si on avait des sociétés d'État efficaces, par exemple, la Tunisie, les dividendes de l'État, que l'État tire, finance 25% du budget. Or, nos sociétés d'État sont plutôt une charge sur le budget. Au lieu d'être des sources de revenus, elles sont plutôt des sources de dépenses. Donc, évidemment, vous posez un problème réel. C'est-à-dire qu'en dehors donc, des prélèvements sur le secteur productif, est-ce que l'État lui-même peut trouver d'autres ressources par ses propres activités? L'État investit partout. Mais regardez, toutes ces entreprises, c'est des morts vivants, des structures morts vivantes. Et ça, c'est un problème que l'État traîne depuis longtemps, sans prendre de véritables mesures. On avait créé, je crois, la commission technique de réhabilitation. Mais quel est le bilan? Alors, le chef de l'État voudrait une certaine discipline budgétaire à travers la réduction du train de vie de l'État. Alors, est-ce que pour vous, c'est une mesure qui est de nature à permettre à l'État de dégager des fonds supplémentaires qu'on pourrait investir dans le secteur productif, par exemple? La réduction du train de vie de l'État. Non, d'abord, c'est la réduction, ce qu'on appelle la réduction du train de vie de l'État, c'est en fait l'éviction d'un certain nombre de dépenses qu'on estime prestigieuses ou un peu utiles, quoi. Par exemple, les conditions de vie
des hauts responsables un certain nombre de commodités qu'on réduit. Donc c'est ça qu'on appelle réduction du train de vie de l'État. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est que ces ressources, à condition qu'elles existent déjà, puissent être affectées de manière plus utile dans d'autres domaines. Oui. Mais il se trouve que les ressources n'existent même pas. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la notion de train de vie de réduction du train de vie de l'État, on cache en fait l'absence de ressources. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on n'aura pas autant d'argent, et au lieu de dire qu'on n'aura pas autant d'argent, donc on doit évincer ça, on dit on aura quand même l'argent, mais on va changer. Oui. En réalité, nous sommes là dans une sorte de comédie. Parce que nous avons des pouvoirs publics qui ne veulent pas sacrifier l'essentiel de leurs options budgétaires. Oui. Et reconnaître aujourd'hui que nous avons un budget fictif, c'est les amener en réalité à reformuler le budget dans un sens plus rationnel et plus resserré. Donc il faut donc faire comme si on avait, la situation était normale et qu'il fallait juste réajuster tout simplement la dépense. Mais en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien. La trésorerie est toujours vide. Et le vide de la trésorerie crée lui-même le rationnement de la dépense. Oui. Mais c'est un mauvais rationnement parce que il n'est pas fait sur la base des options rationnelles. Parce qu'en partant d'un budget, par exemple, de 3 500 milliards, oui, au lieu d'un budget prétendu de 4 500 milliards, nous allons faire une programmation de 3 500 milliards plus rationnelle, hein, plus réaliste, que lorsque nous parlons de 4 500 milliards, nous allons dans le vide. Nous donnons la possibilité aux gestionnaires de sélectionner, eux, ce qu'ils doivent faire avec le peu d'argent qu'ils ont. Alors, la dette publique du Cameroun va encore augmenter cette année. Dans le projet de loi de finances, on parle de près de 500 milliards de francs CFA de dette encore pour cette année. Alors, où vous situez-vous dans ce débat sur la dette publique du Cameroun? Faut-il s'en inquiéter? Oui, il faut s'en inquiéter. Il faut même s'en inquiéter énormément. Oui. Mais l'analyse de la dette ne porte pas sur le volume. Oui. Une fois de plus. Parce que les gens ont tendance à juger de la dette d'un État comme la dette d'une entité microéconomique sur le volume. Un pays qui n'a aucune dette aujourd'hui peut basculer brutalement dans un endettement en quelques mois, dans un surendettement. Par contre, un pays endetté même à 100% de son PIB peut indéfiniment durer. Je prends par exemple le pays le plus endetté, l'État le plus endetté du monde, le Japon. Mais le Japon est endetté à plus de pratiquement 250%, l'État. Mais c'est endetté vis-à-vis des nations. Oui. Donc le premier problème de notre dette, c'est la dette extérieure, la dette liée aux agents extérieurs. Et cette dette est liée à quoi? Nous achetons trop à l'extérieur. Nous prenons l'argent pour financer ces achats à l'extérieur. Et donc, à partir de ce moment, ce qui compte, c'est la capacité de notre système productif à générer les ressources qui vont rembourser la dette. C'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas le niveau de la dette, c'est la capacité du système. Or, lorsqu'on regarde nos investissements, ces investissements essentiellement consommateurs en devises. Oui. Parce que vous allez voir dans cette dette, elle finance essentiellement quoi? Elle finance essentiellement le secteur social, elle finance essentiellement des activités comme les études, elle finance essentiellement les activités à la limite des infrastructures, oui, mais qui n'ont pas un effet dynamique
sur le cacao, le café, et encore moins sur la production manufacturière, qui jouerait un rôle d'import-substitution. Ça veut dire que le cacao, café, coton, eux, c'est des produits qui nous permettent d'avoir des devises à l'extérieur. Oui. Et la production manufacturière nous permet de limiter les besoins en devises. Donc voilà à quoi aurait dû servir la dette. La dette extérieure. Oui. Mais lorsque nous prenons la dette pour construire des infrastructures qui vont en cause amplifier nos besoins, nous allons tout droit à la crise. Et nous y sommes d'ailleurs. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Oui, allez-y, allez-y. Vous construisez un barrage. Le barrage, c'est un investissement positif et très bon. Oui. Le barrage produit l'électricité. Vous électrifiez un village. Le village produisait le cacao ou le café, et c'est ce cacao ou le café qui alimentait, qui couvrait les dépenses des populations urbaines. Parce que les populations urbaines produisent essentiellement du service au Cameroun. Oui. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Vous conduisez l'électricité dans ces villages. Immédiatement, vous poussez les villageois à acheter les frigos, les téléviseurs, le poisson importé, tout ça. Bref, vous transformez un village qui était exportateur. Oui. Et donc les excédents des devises finançaient les villes en un village qui devient importateur. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où le village importe, les villes importent, le village importe. Et le système se déséquilibre. Autrement dit, vous avez choisi un développement qui vous déséquilibre. Et donc, oui, il est fondamental d'avoir des programmes qui équilibrent le système. Autrement dit, des programmes un programme de développement qui soit tel que ces besoins en devises sont couverts par ces gains en devises. Les projets doivent être structurés de cette manière-là. Oui, mais pour y arriver, il faut avoir un appareil productif qui soit dynamique. Or, le nôtre semble grippé. Mais l'appareil est grippé parce qu'il n'y a pas de politique économique appropriée pour ça. Est-ce qu'il est grippé? C'est pas, il n'est pas grippé par un décret divin. Il est grippé parce qu'il y a une démarche, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'appelle une démarche de programme manchot. Oui. Les programmes manchots, ça veut dire que vous avez une seule main. Oui. C'est des programmes qui se préoccupent seulement de la création des revenus, sans se préoccuper de la manière dont les revenus sont créés. Et vous allez remarquer, tous les Camerounais parlent, même le gouvernement, activité génératrice des revenus, activité génératrice des revenus. Mais quand les gens ont donc eu ces revenus, qu'est-ce qu'ils font de ça? Quand quelqu'un a travaillé, il a son revenu, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui l'achète. Donc il faut s'assurer que quand vous donnez le revenu aux Camerounais, que ce revenu-là ne s'évacue pas sans contrepartie. Oui. Donc c'est ça qui bloque tout le système productif du Cameroun, disons le Cameroun en entier. Et donc tant qu'on ne produit pas, on ne s'en sortira pas. Tant qu'on n'équilibre pas l'extérieur, on ne s'en sortira pas. Oui. D'ailleurs, la situation va s'aggraver. Donc, ce n'est pas ce qu'on reproche au gouvernement. Ce n'est pas le fait d'avoir pensé aux investissements, mais c'est le fait d'avoir créé un système manchot, déséquilibré. C'est-à-dire, oui, les Camerounais ont l'argent. Quand vous donnez l'argent aux Camerounais, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Oui. Donc il faut s'assurer que l'argent que vous donnez aux Camerounais est réinjecté dans le système. Un peu comme le cœur. Oui. Parce que si vous prenez, le cœur aspire le sang et le remet à l'intérieur du corps. Mais si vous mettez un tuyau qui est au niveau du cœur, le cœur aspire le sang du corps, puis le rejette à travers ce tuyau à l'extérieur. Mais vous pensez qu'un tel corps peut fonctionner? C'est contre-productif. Oui, ça tue le corps. Oui. Donc c'est malheureusement la politique économique qu'on a. Alors lorsqu'on regarde un peu la manière dont fonctionne l'économie camerounaise, on a le sentiment, et vous me corrigerez si je me trompe, Dieudonné Somba, qu'il y a un problème de niveau de prise de décision économique. Qui prend la décision économique au Cameroun? C'est là le problème de fond. Le problème de fond au Cameroun, c'est qui prend la décision économique. Et je vous pose la question. Parce qu'en réalité, toute bonne décision économique a deux dimensions. Les objectifs et les mécanismes opératoires. Les objectifs
sont définis par l'homme politique, le chef de l'État au Cameroun, avec son premier ministre, évidemment. Mais lorsqu'il a défini les objectifs, il ne lui revient plus de définir les mécanismes opératoires. C'est le technicien qui définit les mécanismes. Oui. C'est-à-dire, parce qu'à ce moment-là, comment optimiser, comment répartir les ressources pour que les objectifs fixés par le politique soient atteints. Mais lorsque le politique quitte des objectifs qu'il fixe et veut imposer aux techniciens la manière même de traiter le problème, le système se bloque. C'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que le politique tient l'économie. Il pousse même l'économiste à raisonner d'une certaine manière. C'est un peu comme si on vous dit, quelqu'un vous dit, mettez-moi l'électricité, une ampoule là-bas. Oui. Vous lui dites, bon, pour mettre l'ampoule, moi j'ai besoin de 2 fils. Il vous dit non. Et puis il y a quelqu'un qui se lève et dit, oui, mais qui vous a dit qu'il faut 2 fils? Hein? Le patron dit qu'il faut lui, il veut donner un fil. Toi, tu viens dire ici qu'il faut 2 fils, il faut 2 fils. Alors que les 2 fils sont une contrainte technique de la nature. Oui. Et quelqu'un viendra vous dire que non. On peut faire ça. Le chef de l'État ayant dit ceci, hein, la contrainte technique de la nature ne vaut rien. Et c'est terrible. C'est cette situation qui est en train de nous tuer. Le fait que, au lieu de limiter le politique au niveau des objectifs, le politique est entré dans l'analyse technique elle-même, en prétendant imposer aux gens. Vous allez voir, quand on voit le dispositif de prise de décision économique, il y a eu un moment où on avait pratiquement 6 niveaux hiérarchiques. Le chef de l'État, le secrétaire général de la présidence, le premier ministre, le secrétaire, le ministre, le ministre de l'économie. Vous avez une séquence de 6 niveaux sans un économiste. Et on était dans la crise, on sortait de la crise. Ce mépris de la science, ça nous rattrape. Oui, mais pardon. Finissez. Allez-y. En France, on a réglé le problème en créant une commission technique au Premier ministère qui regroupe tous les économistes, toutes les grandes tendances des économistes. C'est-à-dire, si vous avez un groupe dissident, il est là. Vous avez les groupes. Donc, c'est ce conseil technique qui en fait prend les décisions. Il regroupe toutes les grandes tendances économiques. Mais lorsqu'aujourd'hui, on décrète que seul celui qui récite ce que dit le chef de l'État, qui fait bien l'économie, on obtient cet échec. Alors, vous parliez vous critiquiez tout à l'heure la politique économique du Cameroun. Alors, je rappelle que cette politique économique est quand même sous-tendue aujourd'hui par le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DSCE. Et je tiens quand même à rappeler que j'ai lu dans votre CV que vous y aviez participé. Vous avez participé à la rédaction du DSCE qui malheureusement a été fortement critiqué par des universitaires, des professeurs, des grands professeurs d'économie. Dernièrement dans un ouvrage sur le DSCE. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas donné la possibilité à des techniciens, mais le DSCE est fortement critiqué par les universitaires. Oui, mais ce qu'on aurait voulu, c'est plutôt des propositions concrètes de la part des gens qui se prétendent économistes au Cameroun. Bon, dans leur ouvrage, il y a quand même quelques propositions. Oui, mais ça, c'est pas ça qu'on attend. Aujourd'hui, le Cameroun est en crise. Et cette crise-là affecte les salaires même de ces universitaires. Qu'est-ce qu'ils proposent? C'est bien beau de venir masquer sa vacuité en critiquant le travail des autres. Les économistes du ministère de l'économie ont beaucoup de difficultés pour s'exprimer parce que déjà il y a trop de bâtards professionnels parmi eux. Et ces bâtards professionnels viennent leur imposer une démarche. C'est des grands professionnels. Mais malheureusement,
lorsque celui-là dit quelque chose, on lui dit, mais vous êtes opposant. Oui. Parce que vous avez dit que ça ne marchera pas. On les bride. Et ça, vous voulez qu'ils fassent quoi? Mais ils font le maximum. Maintenant, ceux qui les critiquent dans tous les pays du monde, les vrais économistes signalent lorsqu'il y a la crise. Mais ils sont muets. Et parce qu'on leur demande ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une sortie contre le travail des économistes. Les vrais qui sont au ministère de l'économie. Non, ils enseignent l'économie, c'est aussi des économistes. Non, c'est pas parce que vous enseignez les maths que vous êtes mathématicien. C'est pas parce que vous enseignez la physique que vous êtes physicien. C'est pas parce que vous enseignez l'histoire que vous êtes historien. Non. Il y a une différence entre les enseignants, quel que soit leur niveau, et le professionnel. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent ça très correctement. Vous pouvez enseigner, c'est dispenser la science normale, canonique. Être et professionnel, donc économiste, c'est résoudre les problèmes concrets, réels, à travers aussi bien la science normale que la science extraordinaire que vous êtes obligé d'inventer. Oui. Parce que lorsque vous êtes confronté à des problèmes comme ceux du Cameroun, vous ne trouverez pas la solution du problème du Cameroun dans un livre. Ça n'existe pas. Sinon, on aurait trouvé cette solution. Cette solution n'existe nulle part. Il faut la créer. Et il faut la créer en réfléchissant de manière opératoire sur les problèmes du Cameroun. Oui. Alors, les problèmes de développement se posent, Dieudonné Osomba, au Cameroun, un peu partout au Cameroun, dans les 4 coins du Cameroun. Mais il y a 2 régions qui ont décidé de poser leurs problèmes de manière parfois assez violente. Je veux parler de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la crise anglophone, et vous avez fait une abondante production sur ce problème, et parmi ce que vous dites sur le problème anglophone, vous êtes favorable au fédéralisme qui pour vous est la voie royale qui pourrait permettre non seulement aux régions anglophones mais à l'ensemble du Cameroun de se développer. Oui, je crois que... Vous êtes fédéraliste, vous? Oui, mais je le suis même plus parce que moi je suis un fédéraliste scientifique. Expliquez. C'est-à-dire que il n'existe dans aucun domaine, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique, sur le plan économique, un aspect où l'État unitaire présente un avantage par rapport à l'État fédéral. Prenons le Cameroun. On a dit on va bâtir l'unité nationale. Oui. Envisagez ici comme une sorte d'uniformisation où on n'est plus Béti, on n'est plus Bamileke, on n'est plus Bassa, on n'est plus... Mais on est seulement Cameroun. Bien. Si nous cessons même donc d'être Béti, Bakoueri, Toupour et autres, nous allons devenir quoi? Camerounais. Des Français camerounais. C'est-à-dire, sur la base. Donc, on est parti sur cette base. Mais seulement, l'État néocolonial a laissé, l'État colonial a laissé 3 avantages qui permettent d'avoir accès aux commodités, aux biens que nous ne produisons pas. Le premier avantage, c'est l'emploi public. C'est-à-dire les agents publics. Et l'emploi public a des caractéristiques que les autres n'ont pas. Quand vous avez déjà un emploi, un matricule, mon ami, déjà vous avez un salaire relativement aisé pour le Cameroun, et puis c'est un emploi garanti pratiquement à vie. Et il y a les positions de pouvoir. Les positions de pouvoir, c'est les nominations. Et il y a les infrastructures. Alors, ces 3 avantages laissés par l'État colonial font l'objet d'une compétition entre les communautés. Et vous allez remarquer quand on parle des NAM, les autres là, il y a toujours un combat communautaire. Et lorsque les listes vont sortir, c'est chaque commune qui va regarder.
Ses représentants. Ses représentants. Alors, sauf que je ne vois pas jusqu'à présent, sur le plan du développement, parce qu'on parlait du développement. Non, je vais en venir. Oui. Bon, alors, ça a donc créé ce qu'on appelle, on a adopté, pour fabriquer ce genre d'État, on a adopté ce qu'on appelle le libanisme, c'est-à-dire le partage de l'État entre les communautés, Oui. à travers l'équilibre régional, à travers des concepts comme autochtonie et autres. Or, le libanisme aboutit à une bureaucratie étouffante comme celle qu'on a aujourd'hui. On a 300 000 agents publics qu'on ne contrôle pas. Absolument pas. C'est une administration impotente qui n'a pas l'agilité, la souplesse nécessaire pour se développer. Donc, cette logique du libanisme doit être remplacée par la logique de la fédération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on répartit l'État en peut-être 10 régions, et à chaque région a une part de l'État. Sa part de l'État. Donc, sa part des emplois publics. Oui. Elle ne dispute plus cet emploi-là. Alors, on a un État qui est au-dessus, qui, lui, prend les meilleurs. Voilà. Et là, nous aurons donc un État réellement fort. Parce que cet État donne déjà l'emploi à chaque communauté, mais localisé sur son territoire, et puis on a un État fort qui a les meilleurs de la République. Donc, ça, c'est la fédération nous dispense de cette logique libanique qui conduit toujours à la guerre. Oui. Bon. Ensuite, je vais pas. Rapidement, oui. Oui. Vous savez très bien que notre État a interdit d'investir depuis longtemps. Notre État. Parce que, après la crise, on a dit État régulateur. L'État ne doit plus investir dans le secteur productif. Or, un pays qui est en voie de développement ne peut pas se développer sans l'État. Absolument. Il faut donc que, et toutes les entreprises que l'État avait créées, les Blancs sont venus tordre la main à l'État pour les arracher. Or, nous avons besoin de l'État. La privatisation. Et nous, les régions qui auront des missions, qui seront des États fédérés, pourront donc se regrouper et investir sans que les étrangers viennent les empêcher d'investir, ou bien sans que les étrangers puissent les contraindre de vendre Donc, ces États fédérés sont nécessaires, parce que sans États fédérés, nous avons un petit secteur privé qui ne peut rien faire. Le secteur privé ne peut pas construire des grandes infrastructures, des grandes entreprises. Donc l'État doit encore intervenir. L'État doit, comme l'État central, n'est-ce pas? Lui, il est en prison. Il a été ligoté par ses maîtres idéologiques occidentaux. Il faut créer un substitut de l'État. Et ce substitut de l'État ne peut être que les États fédérés. Par exemple, l'État de la Damo a besoin de construire un rang, il lance un appel. Et les États, les autres États le font. Et l'avantage de l'État en matière d'investissement, c'est quoi? De rendre des investissements longs. C'est que l'État a des capacités d'expropriation. Par exemple, pour construire une grande entreprise, une grande palmeraie, l'État peut dire aux populations, écoutez, vous déplacez, moi je construis ma palmeraie. Or, le privé n'a pas ce pouvoir. Deuxièmement, l'État peut financer des investissements longs, à retour très long par l'impôt. Donc, il nous faut ces systèmes. Et il y a beaucoup d'autres avantages. Alors, est-ce que vous comprenez quand même la crainte de ceux qui sont hostiles au fédéralisme, qui pensent que cela pourrait, à terme, renforcer les replis et favoriser la partition du Cameroun? On voit ce qui se passe en Catalogne, on voit en France avec les Corses qui veulent se séparer de la France, le Nigeria juste à côté de nous. Est-ce que vous comprenez quand même cette crainte-là? En fait, c'est une vue assez passéiste de l'État. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une double dynamique. La dynamique qui consiste à éclater l'État vers le bas. Tous les pays européens sont régionaux ou fédéraux, peut-être en dehors de l'exception de la France. Et en même temps, la dynamique de l'intégration, c'est-à-dire la constitution des ensembles plus grands, comme l'Union européenne. Et c'est ça qu'on nous demande, nous, ici, à la CEMA ou à la CAC. À savoir, l'État
classique traditionnel dit État-nation, non seulement il présente des difficultés pour se structurer ici, mais en même temps, hein, il est déjà dépassé. La structuration publique de la puissance publique actuelle est une logique de cercle concentrique. Oui. À savoir, au premier niveau, on a une commune, au second, un canton, troisième, État fédéré ou État régional, quatrième, le grand État, cinquième, la confédération comme la CEMAC, sixième, l'Union africaine. Donc c'est plutôt quelque chose en cercle concentré. Donc les peurs qu'on a du fédéralisme viennent en réalité d'une certaine manière de le percevoir. Oui. Hein? C'est une manière de le percevoir. C'est-à-dire, on a été un peu trop embarqué dans la logique jacobiniste. Hein? Et ce n'est pas une bonne démarche. De toute manière, même si on fédéralise au Cameroun, ça ne peut être en réalité une décentralisation. Le pays est trop petit et trop pauvre pour être une fédération comme... Non, ça ne peut vraiment être... Donc, mais la fédéralisation a l'avantage de clarifier les rôles et de normaliser les relations. Oui. Alors on va sortir de cette partie très rapidement avec deux questions, cette fois sur le franc CFA. C'est un sujet qui vous intéresse énormément. Vous avez d'ailleurs publié 2 ouvrages sur la question du franc CFA et votre maître, c'est Tunjiang Poemi. Alors aujourd'hui, le débat sur le franc CFA est lancé, a un peu embrasé l'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Vous également, vous êtes favorable à la sortie du franc CFA et vous plaidez pour quelque chose que vous appelez la monnaie binaire. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, il faut noter que pour un pays, disons, pour un pays comme le nôtre, oui, quand on a une monnaie, elle est assujettie à 2 contraintes. La première contrainte, c'est la stabilité, parce que la monnaie ne doit pas changer de valeur chaque jour. Ce qui est le cas en ce moment avec le franc CFA, hein, assez stable. Oui, mais c'est stable. Oui. En même temps, la flexibilité, oui, c'est-à-dire la possibilité de connaître une évolution de change légère, n'est-ce pas, pour permettre au secteur productif de se développer. Absolument. Donc, pour qu'une monnaie ait ces 2 conditions, il faut que les pays aient déjà atteint un certain niveau de développement. C'est pour ça que nos pays ne peuvent pas se développer ni avec le franc CFA, ni même avec une monnaie souveraine. Oui. C'est-à-dire le fait qu'on sorte du CFA maintenant ne garantit pas le développement. Ne peut même pas entraîner, ça risque même d'aggraver la situation. Et pourquoi vous voulez donc qu'on en sorte? Non! Et nous n'avons pas un problème de monnaie, nous avons un problème de système monétaire adapté à des économies faibles. Oui. Ça veut dire que il faut concevoir un dispositif qui est en même temps stable et en même temps flexible. C'est ça que j'appelle la monnaie binaire. Oui. La monnaie binaire signifie quoi? Ça signifie qu'on a le CFA qui lui est stable, mais il n'est pas flexible. Nous allons lui adjoindre un élément de flexibilité en créant ce qu'on appelle une monnaie complémentaire. C'est-à-dire une sorte de CFA local qui n'est utilisé que pour les biens locaux. Voilà ce qu'on appelle la monnaie binaire. Oui. Ce système a l'énorme avantage d'être en même temps flexible et stable. Parce que le CFA garantit la stabilité, alors que la deuxième monnaie, c'est sur elle qu'on agit, oui, hein, pour essayer de conduire les politiques publiques. Donc, ce système me paraît, à moi, le meilleur pour le moment. Et c'est un système très facile à faire, parce que l'État a des obligations du Trésor qu'il émet, c'est-à-dire articles comme comme ça, des dettes. Oui. Il suffit que ces obligations ne se présentent plus comme des coupons de 100 000, oui, mais simplement sous la forme de l'argent. Oui. On vous remet cet argent qui ressemble à l'argent. Oui, oui, hein? Oui, oui. L'État dit, moi je prends cet argent comme le CFA pour payer mes impôts, pour les impôts, pour l'excès et tout ça. Là. Immédiatement,
cet argent commence à circuler et le Cameroun se redresse très rapidement. Alors, dernière question sur cette partie de l'émission, vraiment en 30 secondes. Vous disiez tout à l'heure que le Cameroun est en crise. Comment sortir de cette crise? Je vous demande quelque chose de quasiment impossible, le dire en 30 secondes, mais... Non, c'est-à-dire... Que proposez-vous? Non, j'ai toujours proposé de la binarisation. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Oui. La Grèce, qui a connu une très sévère crise, a recouru à ça, à ce que je demande depuis au Cameroun. La Suisse est l'économie qui est la plus stable et la plus solide au monde, parce que la Suisse fonctionne avec deux monnaies, le franc suisse et le vivre. C'est la même chose que j'ai demandé au Cameroun. Ce qui a sauvé la Grèce, c'est ça qui devrait sauver le Cameroun. Si on m'avait écouté, on n'en serait pas là. On a bien les bons d'essence, les bons de carburant. Oui. Mais ce que je demande, c'est plutôt créer des sortes de bons généralisés, n'est-ce pas, qui ont à peu près l'image de la monnaie, hein, mais qui servent uniquement à la production des biens locaux. Parce que le Cameroun ne produit qu'au tiers de ses capacités. Au tiers. Parce que le système étranger, il est bloqué partout. Oui. Donc, il faudrait élargir le système à partir de cette seconde monnaie, qui est très facile à créer, parce que c'est une affaire de 2-3 jours, puisque c'est des bons d'achat, quoi, en fait. D'accord. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, cette semaine, 250 Camerounais ont été ramenés de Libye, et selon nos informations, ils sont encore environ 600 Camerounais qui attendent parfois dans les prisons libyennes pour d'être libérés. Nous sommes allés à la rencontre d'une Camerounaise dont le neveu est encore captif en Libye. Voici le reportage que je vous propose. De son neveu, il ne lui reste plus que ces images qu'elle conserve jalousement dans son téléphone. 3 mois déjà, Kaïcha Gouet a perdu tout contact avec celui qu'elle considère comme son fils parti en aventure en Libye. Il a dit que lui partait, mais il a dit au revoir à tout le monde. Il a distribué ses vêtements, ses chaussures, ses effets personnels. Il a laissé un petit truc à tout le monde, ses frères. Il est parti. Voici l'homme, Julien Ivan Diop Gouet, 24 ans. Mars 2016, il décide de quitter le Cameroun. Son voyage semble avoir été minutieusement préparé et son itinéraire pour le moins alambiqué. Je l'ai découvert après, c'était un document qu'il a laissé à la maison. C'est là où j'ai compris qu'il prenait la route de l'Algérie, passant par Koumba, Manfé, le Nigeria, puis Nigeria, il passe par le Niger, bref, cet itinéraire jusqu'en Algérie. Sa destination finale souhaitée est l'Eldorado italien, mais le chemin est long et escarpé. Finalement, fin juin, il m'annonce qu'il est prêt pour rentrer en Italie et en passant par la Libye. Comme toute maman, je lui dis, ce chemin ne me plaît pas. Tu as choisi cette route de l'aventure. Déjà, je ne suis pas d'accord, mais je t'en prie, ne passe pas par la Libye. En Libye, son aventure tourne court. Il est arrêté et incarcéré dans une prison, ici à Sabrata, l'une des villes les plus dangereuses de Libye, tombée aux mains de milices particulièrement violentes. Le jeune homme semble dans les griffes de groupes mafieux. Pour sa libération, sa famille doit payer. Il me dit, on m'a pris dans l'eau, on m'a mis en prison et ce Malien m'avait évadé de prison. Et il m'a fait évader de prison et il m'a gardé. Sous réserve que ma famille paye pour qu'il me libère. Depuis lors, le Malien ne cesse de téléphoner dans l'espoir de récupérer sa rançon auprès de la famille du captif. Mais il m'a dit, moi je vais te demander, si on donne l'argent là, est-ce que mon fils va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer au Cameroun?
Quand tu envoies l'argent là, c'est de livrer ton fils. Les amener chez moi. J'ai envoyé l'argent, c'est-à-dire c'est 150 000 à l'adresse indiquée. Le temps de l'envoi, je pense qu'il s'est passé 2 jours. Et c'est le propriétaire du téléphone qui me fait un message, il me dit « J'ai libéré votre fils, mais il a été de nouveau arrêté ». Avec le traitement infligé aux migrants subsahariens ces derniers jours en Libye, le frère aîné d'Ivan est inconsolable. J'étais sur un lit d'hôpital, aujourd'hui je marche et je me débrouille donc. C'est tout. Ivan, où que tu sois, il faut revenir. Reviens. La porte est là, la maison est là, le lit est là, on t'attend, toutes les espèces sont là. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité Dieudonné et Somba. Alors, Dieudonné et Somba, des images d'Africains vendus comme du bétail ont indigné le monde entier et surtout les Africains. Alors, comment avez-vous accueilli ces images d'esclavage en Libye? C'est abominable. Je crois que il n'y a même pas de qualificatif à ça. Mais il faut toujours aller au-delà. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que des jeunes gens, des jeunes Africains, des jeunes Noirs africains vont faire en prenant autant de risques? Et là, nous questionnons également les systèmes productifs. Oui. Qu'est-ce qui justement justifie que les gens prennent autant de risques? Lorsque vous constatez que des pays qui ont déjà tout fait, comme le Japon qui a 120 millions d'habitants, l'Allemagne 90 millions, ces pays qui ont déjà tout fait ont besoin de main-d'œuvre. Alors que les pays qui n'ont encore rien fait, comme le Cameroun, n'arrivent pas à trouver quoi faire à leurs enfants. Ça pose donc un problème même des orientations. Parce qu'on sera attendu à ce que les pays qui ont déjà tout fait n'aient plus grand chose à faire. Donc, il faut questionner. Lorsqu'on a aujourd'hui au Cameroun des salles de classe de 180 élèves, faute d'enseignants, alors que dans la case d'à côté, on a des instituteurs sortis. Bon, faute d'enseignants et faute d'infrastructures aussi. Hein. Non, bien sûr, mais oui. On parle d'emploi. Oui. Alors qu'on a à côté des enseignants sortis des écoles et qui sont en chômage. Il y a un problème. C'est-à-dire, vous avez d'un côté un besoin, de l'autre une opportunité de résoudre ce besoin, et vous n'arrivez pas à joindre les deux. Donc, il faut réfléchir sur cette incroyable situation où on a d'énormes besoins, on a une main-d'œuvre, on n'arrive pas à articuler, et cette main-d'œuvre-là va prendre des risques inconsidérés. Parce que ces enfants, ils vont chercher de quoi vivre. Et un grand nombre le fait. Essentiellement parce qu'il n'a pas pu trouver à se placer. Oui. Donc, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 30-40 ans. Oui. Il y avait un petit flux de migration, mais pas de manière aussi massive et surtout aussi risquée. Oui. Donc, alors, oui, allez-y. Il faut donc revoir le système productif, donner la possibilité au système productif de développer l'emploi et de maintenir cette jeunesse. L'Europe, ce n'est pas des cadres très agréables à vivre en réalité. Parce que un Africain, comme je l'ai dit tout le temps, c'est pas un cadre où un vrai Africain peut vivre en l'aise. Par contre, si on a un bon système productif, même s'il n'est pas très riche, mais qui donne la place à tout le monde, vous ne verrez plus les Africains aller là-bas. Qui vont faire quoi là-bas? Alors, ils sont très nombreux. Hein. Le Cameroun a rapatrié 250 citoyens de Libye, mais il y en a encore un peu plus de 600 qui restent en Libye et certains sont captifs. Alors, est-ce que la responsabilité des dirigeants africains est engagée dans le drame de ces migrations clandestines? Non, il y a un empilement de responsabilités. Oui. Déjà, on peut citer des responsabilités comme l'assassinat de Kadhafi. Oui.
c'est déjà une cause, parce que c'est ça qui a laissé prospérer des réseaux, la pagaille qu'il y a là-bas, avec le développement des réseaux armés. Oui. Bon, il y a ça. Il y a également la logique d'un système asymétrique, hein, qui empêche qu'on développe l'emploi, et il y a enfin la mauvaise gouvernance même de nos propres dirigeants. Donc tout cela, c'est un empilement. À côté de ça, il y a aussi le comportement assez inconscient même des victimes. Donc, et peut-être même leur famille, parce que leur famille, quelquefois, ils les poussent. Les familles poussent ces jeunes gens-là à prendre ce genre de risques. Oui. Parce qu'ils croient que l'Eldorado c'est ailleurs. L'herbe est toujours verte de l'autre côté. Tout à fait. Voilà. Alors, sortons de cette émission avec le Zimbabwe. Robert Mugabe, 93 ans, dont 37 passés au pouvoir, est finalement tombé. Il a dirigé son pays sans partage pendant 37 ans, je le disais. Alors, comment avez-vous interprété la chute de Robert Mugabe? Je crois que on a quand même vu la dynamique, parce qu'il ne faut pas oublier que Mugabe était quand même, disons, un chef qui a mené une guerre de libération, oui, ensemble avec d'autres personnes. Tout à fait. Dont son vice-président Emerson. Donc c'est quand même des gens qui ont une certaine tradition nationaliste et qui ne pouvaient pas accepter une sorte de hold-up public, hein, par une bande d'opportunistes, n'est-ce pas, profitant de la vieillesse du président. D'abord, ça s'est dessiné. Mais si c'est dit, il faut noter quand même que regardez un peu l'Afrique centrale. Oui. C'est l'Afrique centrale qui a aujourd'hui le plus grand nombre de dirigeants très âgés et qui ont mis beaucoup de temps. Oui. Alors, il faut peut-être trouver des explications anthropologiques à ça. Parce que lorsqu'on voit, ailleurs, il y a une sorte de dynamique, mais en Afrique centrale, il y a une sorte de pharaonisation du pouvoir. Oui. C'est-à-dire que les dirigeants se transforment en sorte de pharaon. Est-ce que justement la chute de Mugabe peut être considérée comme un signal à l'endroit des autres chefs d'État qui veulent non seulement s'éterniser au pouvoir, mais également veulent favoriser une logique dynastique à la tête de leur pays? Parce que l'une des choses sur lesquelles Mugabe a trébuché, c'est son épouse qui ne cachait pas sa volonté de vouloir succéder à son époux. Oui, elle le réclamait de manière ostensible, ostentatoire. Voilà. Non, je crois que... Est-ce que c'est un signal qui est lancé aux autres? Oui, je pense que cette tendance, une fois de plus, à la pharaonisation, à la dynastisation du pouvoir, elle n'est pas saine. Donc, ça devrait plutôt lancer un appel. Et puis, quand je propose des réformes de l'État lui-même, oui, c'est aussi pour modifier le rapport des populations, le rapport de l'élite et le rapport même des dirigeants à l'État. Parce que on perçoit l'État comme une sorte de propriété, et on s'y accroche et finalement ça ne donne pas des systèmes sains, oui, des systèmes orientés vers le développement. Pour vous, un système sain, ce serait lequel? Ce serait celui... ce serait quoi? Non, j'ai toujours dit que déjà, le système sain, c'est celui où les communautés ne se battent pas pour les postes, parce que l'une des raisons même de ça, c'est aussi que les pouvoirs sont vécus comme des propriétés tribales. Oui. Donc, il faut d'abord mettre fin à cette logique de l'appropriation tribale. Et ça, on le fait à partir de la fédéralisation. Oui. À côté de ça, lorsque les communautés ne se battent plus avec beaucoup d'intensité au niveau pour le pouvoir d'État, généralement la démocratie s'impose. On en reste là. Merci Dieudonné Somba. Juste le temps
de rappeler quelques ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission et des ouvrages qui peuvent également, mesdames, messieurs, vous permettre de poursuivre la réflexion et la discussion. On commence par la question de l'immigration clandestine avec ce roman de Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique. Fatou Diom qui a été rendu célèbre ces derniers temps par une vidéo qui est devenue presque virale sur laquelle elle parlait effectivement des problèmes d'immigration, un sujet qu'elle connaît parce qu'elle y a consacré quelques ouvrages, dont ce roman que je vous conseille, Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diom, qui est d'origine sénégalaise. Il y a également cet autre roman, Eric Essono Tchimi, c'est un jeune Camerounais, il est depuis quelque temps enseignant dans des universités américaines, il a soutenu sa thèse de doctorat il y a quelque temps, auteur de cet ouvrage Migrant's Diary, c'est un roman, c'est en français, je vous le rappelle, il a écrit d'autres livres dont un roman Le métier d'aimer et un essai sur la question de la double nationalité au Cameroun, il s'appelle Eric Essono Tchimi. Il y a ce livre, je vous le conseille quand même, il est tout petit mais assez musclé, Stéphane Hessel, Indignez-vous, il y a eu beaucoup d'indignation sur ce qui se passe en Libye, donc indignez-vous, c'est bien de s'indigner. Stéphane Hessel pense d'ailleurs que la révolution commence d'abord par l'indignation qui est un peu une sorte de prise de conscience. Il y a cet ouvrage assez intéressant, Les derniers jours des dictateurs, Diane Ducret et Emmanuel Esch. Diane Ducret qui est spécialiste des dictatures, elle a écrit beaucoup d'autres ouvrages sur les dictatures, dont Femmes de dictateurs, dont ici on a elle décrit comment un certain nombre de dirigeants qu'elle considère comme des dictateurs ont fini. Mao, Kadhafi, Hitler et j'en oublie certainement. Donc ouvrage très intéressant. Elle est historienne, journaliste et documentariste, Diane Ducret. Diane Ducret également, je vous ai dit, elle est spécialiste des dictatures. Femmes de dictateurs, c'est le tome 2. Le tome 1 également, qui est sorti il y a quelques années. Celui-ci, c'est le tome 2, Femmes de dictateurs. Et je vous propose également, il y a ce livre de Vincent Hugeux. Vincent Hugeux qui a écrit le livre Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames. Magnifique ouvrage dans lequel elle titre des portraits de femmes de chefs d'État africains. Et je vous conseille particulièrement un portrait assez caustique qu'il a consacré à Grace Mugabe, que l'on appelle Calamity Grace. Un ouvrage, on parlait de Muammar Kadhafi, avec le problème libyen. Beaucoup pensent que la chute de Kadhafi a un peu favorisé tout le cafouillage migratoire que l'on peut observer de ce côté-là. Je vous conseille ce livre, Annick Cogent, Les proies dans le harem de Kadhafi. C'est un livre qui n'est pas très sympathique envers le guide, mais qui mérite d'être lu. Un livre qui est par contre sympathique pour le guide, c'est celui de Jean-Emmanuel Pondy, Vie et mort de Muammar al-Kadhafi. Quelle leçon pour l'Afrique. Très bon livre qui peut faire équilibre avec celui qui a été écrit par Annick Cogent. Et enfin, ce livre, c'est un vieux livre mais qui reste actuel. On a beaucoup parlé d'esclavage. Eh bien, c'est Alex Allais Racine, l'histoire de Kunta Kinte que vous connaissez très bien, magnifique roman, vous avez vu le film. Voilà. Merci Dieudonné Samba d'être venu dans cette émission. Traditionnellement, nous remettons un petit souvenir à ceux qui acceptent de venir dans cette émission. Voici le vôtre et je vous le remets avec plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'être restés des nôtres. C'était la grande interview. Bonsoir.